Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une vaisselle de prestige très connue au Maroc qui s'appelle la vaisselle Taos. C'est une vaisselle chinoise dont l'histoire est liée au commerce des Européens, des Asiatiques et du Maroc. Son nom signifie pan et on verra à la fin de la vidéo que cet animal apparaissait déjà sur des céramiques d'Al-Andalus et de l'Atlas marocain. Dans chaque famille marocaine ou presque, on garde précieusement quelques pièces d'une vaisselle colorée qu'on a parfois reçue à son mariage, qu'on sort pour les occasions et à laquelle les mères de famille sont très attachées. Et pour comprendre comment elle est arrivée en Afrique du Nord, il faut repartir dans l'Asie de la fin du premier millénaire. La Chine avait mis au point des céramiques de grande qualité grâce à l'ajout de kaolin, une terre blanche qui les rendait plus solides, mais surtout qui leur donnait ce blanc éclatant. Pour remplacer le bleu que les Mésopotamiens produisaient à partir du lapis lazuli, les artisans de l'époque abbasside à Bagdad vont mettre au point un colorant à base de cobalt importé de Perse, beaucoup moins cher. À la faveur de l'intensification des échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et la Chine, le bleu de cobalt arrive dans l'Empire du Milieu où il est appelé le bleu musulman. C'est à partir de là que seront fabriquées les porcelaines bleues et blanches qui seront exportées vers le Moyen-Orient par les musulmans de Canton, mais aussi par l'amiral Cheng He, un explorateur musulman qui va les disperser en visitant les côtes de l'Inde, du Golfe Persique et les côtes de l'Afrique de l'Est. Et par la suite, toute une production avec des motifs spécialement destinés aux musulmans se retrouvera sur les marchés de Bagdad, d'Istanbul ou du Caire, mais étonnamment, on retrouve assez peu cette céramique au Maroc. Parmi les plus anciennes découvertes de porcelaine chinoise au Maroc, les fouilles de Ksar el-Serrir ont mis au jour quelques fragments importés par les Portugais qui ont occupé le site pendant un siècle de 1458 à 1533. Et on a aussi l'évocation de ces céramiques dans un récit d'un diplomate que je vais évoquer dans quelques instants, des céramiques chinoises alors copiées à Iznik en Turquie. Pour la raison de cette présence ténue de cette céramique très appréciée ailleurs dans les mondes musulmans, et peut-être que le Maroc produisait déjà depuis le XVIIe siècle des poteries et des céramiques à fond blanc avec des décorations bleues comme on le voit ici. Et la ville de Fès a été un grand centre de production de faïence, de porcelaine et de céramique, et on parle aujourd'hui du bleu fassi, une couleur produite elle aussi par du cobalt. Nadia Erzini et Stéphane Vernoy ont écrit un article complet sur l'histoire du Taos, une recherche sur laquelle je me suis appuyé pour cette vidéo, et c'est eux qui rapportent qu'à la fin du XVIe siècle, l'ambassadeur marocain auprès de la Sublime Porte décrit une réception au palais Badr de Marrakech. Il nous dit qu'à cette occasion, la nourriture est servie dans des plats dorés de Malaga et de Valence, peut-être des plats de ce style, et dans des plats magnifiques de Turquie, certainement ceux des ateliers d'Iznik, mais il nous parle aussi de plats venus d'Inde. Erzini et Vernoy, eux, pensent que ce sont plutôt des vaisselles d'Extrême-Orient, et ce sont elles qui vont nous intéresser. Et pour en parler, on retourne en Asie. Les Japonais étaient très friands des porcelaines chinoises, mais aussi des porcelaines coréennes. Et au XVIe siècle, pendant la guerre d'Imjin, les Japonais vont envahir la Corée et déporter de nombreux Coréens, dont quelques milliers de maîtres potiers au Japon. L'histoire, bien que contestée, dit que c'est Yi Sam-pyong qui va découvrir les gisements de kaolin près de la ville d'Arita. C'est là que les potiers vont installer des fours et où ils vont innover en produisant une porcelaine blanche qui va venir concurrencer le monopole chinois vieux de plusieurs siècles. Au cours du XVIIe, les guerres en Chine vont encore plus entraver le commerce local et entraîner la destruction de nombreux fours. De là, on va avoir des artisans, des potiers chinois qui vont s'exiler au Japon où ils vont perfectionner la production locale à un moment où le marché européen s'intensifie. Parce qu'en Europe, les cours princières et les aristocrates dépensent des fortunes pour acquérir ces porcelaines asiatiques qui révolutionnent l'esthétique de la vaisselle. Les marchands hollandais décident alors de se tourner vers le Japon pour s'approvisionner en porcelaine. C'est la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui va organiser le marché, puisqu'ils sont, depuis la fermeture du Japon à l'influence occidentale, les seuls étrangers autorisés à venir y commercer.
Par la créativité des potiers, mais aussi par la pression des goûts des clients étrangers, plusieurs styles vont apparaître. L'association du bleu de cobalt, du rouge de fer et du doré sur fond blanc va produire un style qu'on appelle kinrande, qui signifie brocart d'or. Un style dont les décors floraux et asymétriques va avoir beaucoup de succès en Occident. Toute cette production, fabriquée dans la ville d'Arita, va être exportée depuis le port d'Imari, tout au sud du Japon, et c'est sous ce nom que la porcelaine d'Arita avec des couleurs vives sera connue, la porcelaine Imari. Mais le quasi-monopole de la porcelaine tenue par le Japon va s'affaiblir au XVIIe siècle, quand une paix relative va s'installer en Chine. Les Chinois vont alors eux-mêmes copier la production de la porcelaine Imari, ce qui va attirer les marchands hollandais. Et ça parce que la production est plus régulière que la production japonaise, mais surtout parce qu'elle est 2 fois moins chère. Et dans la foulée, les Européens vont eux aussi se mettre à produire des copies dans des ateliers de Londres, de Varsovie, de Paris ou d'Amstel. À partir de 1792, la Compagnie orientale des Indes britanniques, la principale concurrente de la VOC, va arrêter de se fournir en Chine et va se tourner uniquement vers la production européenne. La porcelaine Imari va se retrouver un petit peu partout en Europe et chaque grande maison se doit d'en posséder au moins un service, un vase ou une assiette. Donc si je reprends son histoire, on a une porcelaine inventée en Chine, agrémentée de motifs uniques, maîtrisée par des Coréens dont certains vont être déportés au Japon. Là, ils vont mettre au point le style kirande, copié par les voisins chinois, exporté par les marins hollandais et anglais, qui vont finir par se l'approprier et la fabriquer en Europe. Alors que les gens du Moyen-Orient étaient connus pour préférer la céramique bleue et blanche, les Européens, eux, ont vraiment un faible pour cette porcelaine très colorée, et bien qu'elle soit 2 fois plus chère que la porcelaine bleue et blanche, c'est celle-là qu'on va retrouver au Maroc. Et ça parce que le marché de cette céramique était organisé par les Anglais et les Hollandais, qui avaient des consuls présents à Tétouan et à Salé. Les Anglais, dont un de leurs principaux ennemis était l'Espagne, trouvaient dans ces ports un refuge pour leurs bateaux où ils pouvaient s'armer et se ravitailler. En 1721, dans les cadeaux diplomatiques britanniques faits au sultan Ismaël, on va retrouver des porcelaines chinoises, de même qu'on va en retrouver données en cadeau au gouverneur de Tétouan en 1727. Parmi les plus anciennes pièces connues, on trouve ces plats imari japonais datés du début du XVIIIe siècle, sur lesquels on voit un phénix chinois, des lions ou des motifs floraux. Et ici, un pavillon, cette fois sur un imari chinois daté de 1730. Mais on trouve aussi chez un particulier à Tétouan une jarre, un vase ou un bol, tous 3 des imari japonais du XVIIIe siècle. La palette de couleurs va évoluer, incluant le jaune, le vert, l'aubergine et le noir. La demande marocaine pour ce type de porcelaine va devenir croissante, mais les bateaux européens qui les transportaient, victimes des pirates, ne suffiront pas à l'alimenter. On sait aussi, et j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite sur l'histoire du thé, dont je vous mets le lien ici, que le thé était transporté depuis la Chine vers le Maroc dans des porcelaines. Et il y a une véritable corrélation depuis le XVIIIe siècle entre le commerce du thé et celui de la porcelaine vers le Maroc. Le commerce de ces 2 produits allait de pair. Les boîtes et les jarres en porcelaine protégeaient le thé de l'humidité et des altérations olfactives. On a des chroniques de voyageurs européens du XVIIIe siècle qui témoignent que le sultan marocain buvait le thé dans des porcelaines d'origine chinoise. La mode de la vaisselle imari au Maroc va se répandre depuis les classes aisées des XVIIIe et XIXe siècles vers l'ensemble de la société marocaine au cours du XXe. Parmi les décors populaires de la porcelaine imari, on trouvait le fenghuang, qu'on appelle assez faussement le phénix chinois, et qui symbolisait l'impératrice de Chine. Mais au Maroc, où ce symbole est bien évidemment inconnu, cet oiseau va être interprété comme étant un pan, le pan qui en arabe se dit taos, et c'est ce nom qui va finir par désigner toute cette vaisselle imari au Maroc, la vaisselle taos. On a la trace de ce mot dans de nombreux documents du XIXe siècle, et souvent les termes taos et China, le mot arabe pour désigner la Chine, sont interchangeables. Et pour connaître la symbolique de ces 2 oiseaux, le fenghuang et le pan, je vous renvoie vers la première partie de cette ancienne vidéo. Au cours du XXe siècle, les armoires vitrées et les vaisseliers vont remplacer progressivement les alcôves creusées dans les murs,
et on va se mettre à afficher cette vaisselle comme un signe de luxe et de raffinement. Et aujourd'hui, elle est devenue un élément indispensable, et chaque grande occasion, naissance, mariage ou repas de famille, chaque occasion est bonne pour exhiber ses plus belles pièces. Quand la reine d'Angleterre rend visite à son homologue marocain, là le roi Hassan II, ils mangent ensemble dans un plat taos, et ça va être quasi systématiquement le cas quand le roi actuel, Mohamed VI, reçoit à dîner des délégations étrangères. Et c'est certainement la plus belle illustration de l'assimilation de cette vaisselle au Maroc, une vaisselle d'origine japonaise, mais perçue comme partie intégrante de la culture marocaine. Alors le pan serait une adaptation du feng huang chinois dans une culture qui ignorait ce symbole ? C'est peut-être pas aussi simple. Dans le monde musulman, il est d'usage ou il était d'usage de manger à plusieurs dans le même plat. Un hadith du prophète Mohammed rapporte qu'il dit un jour à ses fidèles qui venaient se plaindre de ne pas être rassasiés après un repas, « Mangez en groupe et mentionnez le nom d'Allah, votre repas sera béni ». Parce que ces tapsil taous marocaines sont à l'origine de grands plats autour desquels on se réunit pour manger à plusieurs, ce que dans l'arabe d'Al-Andalus on appelait atayfour, qui a donné le castillan atayfor. Les dictionnaires écrits après la chute de Grenade et la conversion des musulmans au christianisme décrivent le atayfor comme étant une table mort ronde ou comme un plat creux pour servir des viandes rôties. Aujourd'hui au Maroc, pour certains, le tayfour désigne une petite table composée de pieds pliables surmontés d'un plateau métallique rond. Et ces atayfors andalous vont servir d'indice aux archéologues pour dater ou pour attester d'une présence musulmane, voire d'une présence juive. Les chrétiens préféraient utiliser des vaisselles plus petites et individuelles. Et l'usage du atayfor pouvait dès lors être un indice de pratique crypto-juive ou crypto-musulmane. On a retrouvé de très nombreux atayfores en Espagne et au Portugal, et plusieurs d'entre eux possèdent des décors figuratifs, ce qui prouve une fois encore que l'interdiction des représentations d'êtres vivants dans le monde musulman n'a pas toujours été la norme. On a même une représentation sur le atayfor de Guadalajara, une représentation de ce qu'on croit être le calife Abdelrahman III de Cordoue. Et c'est aussi à Cordoue qu'on a retrouvé un atayfor, exposé au musée archéologique de Madrid, un atayfor avec la représentation d'un pan. Et le motif du pan, qui va apparaître de temps en temps sur des céramiques d'Al-Andalus, va aussi être présent au Maroc. Entre 2004 et 2009, une équipe de recherche archéologique franco-marocaine a fouillé le site d'Igliz au Maroc, l'épicentre du mouvement almohade, et ils ont mis au jour de nombreuses céramiques, dont une coupe sur laquelle on peut voir un oiseau. Abdallah Fili, archéologue et céramologue, un des découvreurs du site, nous en parle ici dans l'excellent podcast de Radio Ma'arif. Du matériel de luxueux, matériel céramique notamment, avec des importations en matériel importé de très loin, très probablement d'Al-Andalus, avec notamment ce qui fait l'emblème de notre mission, c'est un plat avec un pont, un oiseau. Non. Ouais. Il était déjà là. Ouais, il était déjà là. Bien sûr. Donc ça, c'est un plat que vous avez trouvé à Igliz. À Igliz, dans la Qasba d'Igliz. Mais cette représentation du pan au Maroc, contrairement à Al-Andalus, reste exceptionnelle, voire unique. Et le pan, de par son plumage extraordinaire, est partout porteur de sens et souvent porteur d'une symbolique de majesté. Dans un recueil de textes anonymes, on nous raconte l'anecdote d'un poète, un Maghribi, un Marocain qui se trouvait à la cour d'un calife fatimide du Caire. Le poète se sent offensé par la description qu'Ibn al-Fakir avait fait du monde et qu'on lui rappelle ici. La figure du monde se divise en 5 parties d'un oiseau. La tête, c'est la Chine. L'aile droite, c'est l'Inde, et au-delà de l'Inde, la mer après laquelle il n'y a plus personne. L'aile gauche, c'est le pays des Khazars. La poitrine du monde, c'est la Mecque, le Hejaz, la Syrie, l'Irak et l'Égypte. La queue, c'est le Maghreb, et la plus mauvaise partie de l'oiseau, c'est la queue. Le poète répondit alors malicieusement « Vous avez raison, la queue est le Maghreb, mais l'oiseau est un pan », soulignant par là la beauté exceptionnelle de la queue de l'oiseau. Alors le pan présent sur ce plat du XIIe siècle, mais surtout sur les assiettes califales du Xe, fait partie de l'iconographie régionale, et il a peut-être favorisé ce glissement de sens du feng huang vers le pan sur les céramiques imarides du XVIIIe et XIXe, avant de souvent le remplacer purement et simplement depuis le XXe siècle. Mais le feng huang n'a pas dit son dernier mot. Il survit au Maroc, parfois de façon discrète sur la vaisselle taos,
jusque dans les porcelaines actuellement fabriquées à Fès, parce que c'est pas facile de faire disparaître un phénix. Alors je suis sûr que tous les Marocains et surtout les Marocaines qui regardent cette vidéo connaissent la vaisselle Taos, mais dans l'imaginaire des étrangers, ils ne représentent pas le Maroc. Vous verrez que dans les livres de cuisine marocaine, la vaisselle Imari n'est jamais présente. On lui préfère largement les tagines en terre cuite ou les céramiques de Fès et de Safi. Dites-moi si vous avez des tapsil Taos à la maison, si vous les utilisez, et dites-moi si dessus il y a des pans ou des feng huang. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager avec vos amis, ça m'aide à faire connaître la chaîne, merci de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye. تمثيل ديال التوسيدة